RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le grand, le seul, l'unique maître Yodu. Johan Durand qui est avec moi, salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va, t'es en forme ? Impeccable, j'arrête pas de manger depuis que je suis rentré, mais ça va reprendre tous tes kilos, tous les kilos que t'as perdu au Kenya quoi. Je fais que manger. Oh, fais attention quand même, on va pas flinguer une prépa avec du Nutella. Voilà, ça y est. Je crois que ça y est, 3 semaines au Kenya, ça a été flingué en 3 jours. Aïe. Bon, on vous remercie tous pour le soutien affiché sur les réseaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram, la chaîne YouTube d'ores et déjà avec le compte RMC Sport et le rail RMC Running. N'hésitez pas à aller visionner ces vidéos concernant le marathon de Paris. On est de plus en plus nombreux et on en est ravis. On reçoit un champion avec nous cette semaine, il nous l'avait promis, il est de retour dans RMC Running, Jimmy Gressier, recordman d'Europe du 5000 en salle. Il nous avait promis des records, je crois qu'il s'est pas loupé. Ah, c'est dingue. Et on lui avait dit, ouais, tu penses faire quoi ? Bon, là, record de France, pim, c'est tombé sur 3000. Et même record d'Europe sur 5000, on va en parler avec lui. Le chrono, c'était 12,54 à Boston. Et il va nous raconter cette tournée américaine. On va débriefer donc tout ça. On va parler de la suite de la saison, ce qu'il attend notamment au mois d'avril. Et puis se projeter sur Tokyo, les championnats du monde, avec l'actu qui concerne ta fédé, ta chère et tendre fédé, Johan. Et les minima qui ont été fixés. On va parler de tous ces sujets avec toi et avec Jimmy. Il y en a des choses à dire, hein, Johan. Ah oui. Ah oui. Là, il y en a des choses à dire. Allez, enfilez les baskets, attachez les lacets. Le lion de la Côte d'Opale est de retour parmi nous. Gressier from France, gritting the teeth down the back straight. The crowd into this one. A new D2 collegiate record is going to be in the offing as our winner just over 13 minutes. An incredible performance. RMC Running. Et oui, cette perf incroyable qui nous a sorti à Boston. Il était parti aux États-Unis pour faire tomber le record. C'est ce qui s'est passé. Il est en studio avec moi. Salut Jimmy. Salut Benoît. Ça va, t'as bonne mine, hein ? Ouais, j'ai bonne mine après 3 records personnels. Je peux que avoir bonne mine. Magnifique. T'étais venu juste avant ton départ. On t'a eu la veille de ton départ d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en rigolait avec Johan. Tu nous avais dit non mais... allez, moi je me cache pas, le 3000, le record de France, ça tombe samedi, pim, c'était tombé direct. Donc on est ravis de te recueillir, d'accueillir de nouveau. Raconte-nous ce séjour américain. Alors, tu t'es régalé ? Alors, ce séjour américain, c'était magnifique, tant sur le plan sportif que aussi sur le plan humain. J'ai appris énormément de choses, encore une fois de plus, là-bas, notamment sur la culture du sport. J'ai pu, entre guillemets, aller m'entraîner à l'université de Harvard, voir tous les enfants qui s'entraînaient, même le dimanche matin, qui faisaient du renforcement musculaire. Enfin, c'était vraiment une culture de sport là-bas et j'ai adoré. Il y a aussi eu des retournements, entre guillemets, de situation. J'ai dû aussi courir pas mal dans le froid. Il y avait des ressentis à moins 17, mais bon, pour un nordiste, ça va, ça peut le faire. Après, pour Johan, ça aurait été un peu plus difficile. C'est sûr. Moi, je serais resté en salle à moins 17. C'est sûr. Non, mais c'est bien. Il s'est passé énormément de choses. C'est sûr que vous avez des vies particulières, vous passez votre vie à courir de meeting en meeting. Cette tournée américaine, il y a de plus en plus de Français qui la réalisent. Toi, c'est la première fois quand même, parce que tu le dis d'ailleurs dans ta vidéo, j'invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube, parce qu'il y a un très bel insight qui a été réalisé de 26 minutes sur ce périple américain. Et tu le dis, y aller en tant que compétiteur et athlète de haut niveau, c'est particulier quand même, parce que c'est une ambiance particulière les États-Unis. Bah oui, c'est vraiment particulier. J'y suis déjà allé en stage, j'y suis déjà allé en vacances, notamment au mois de septembre à New York pour les vacances. Mais bon, là c'était plutôt pour manger des beignets, visiter des burgers, etc. Ouais. Sauf que là, y aller vraiment avec un objectif clair et en tant qu'athlète, c'est particulier parce qu'il faut faire attention, entre guillemets, à tous les à côté qui peuvent faire en sorte que tu sors de ta compétition. Et en même temps, tu es là-bas et il y a des tas de collégiens qui courent, qui sont des athlètes de haut niveau aussi. Ils ont des capacités hors normes et des résultats incroyables sur ces courses. Même un mec comme toi, t'es impressionné par la densité ? Ah ouais, il y a des mecs, c'est pas méchant, mais ils ressemblent à pas grand-chose et ils sont exceptionnellement forts. Non mais c'est vrai, j'ai vu un mec sans manquer de respect, il s'appelle Martin Gary. Ouais. Il est à chaque fois, je rigole avec mon petit frère, mais on dirait mon petit frère. Vraiment, physiquement, on dirait mon petit frère. Et il m'a impressionné
dernier, il a fait 3,47, 3,48 au Miles à New York, ou même à Boston, il a claqué des perfs incroyables. Non, franchement, ça regorge de talent là-bas. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est chill, il n'y a pas de prise de tête, tout le monde est sur la piste. La dernière course que j'ai fait avec Grant Fisher, il y avait tout le monde sur la piste, tout le monde criait, c'était une ambiance incroyable et tout est assez simple. Par exemple, la chambre d'appel, c'est 5 minutes avant, ils appellent, ils vérifient les dossards, etc. et tu pars directement. C'est vraiment à l'américaine, quoi. À l'américaine, on y va, on se donne à fond. Mais c'est bien, Yoann, aussi de s'ouvrir l'esprit comme ça et d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de s'imprégner de cette culture américaine de l'athlétisme. Ouais, et puis c'est surtout des compétitions de haut niveau. C'est vrai que nous, on a nos meetings européens, mais c'est vrai que si tu prends l'opportunité et le temps d'aller aux États-Unis, tu peux trouver comme il le dit, hein, il y a des grosses courses là-bas, il y a des gros meetings, que ce soit sur 5000, 10 000, il y a une vraie culture du demi-fond, et encore plus en indoor. Ils aiment beaucoup les crosses, les Américains, l'hiver. Mais après, ils font beaucoup d'indoor aussi. Et c'est vrai que du coup, tu as des courses de haut niveau, tu as des courses qui se gagnent vite, avec des salles qui sont faites pour la performance aussi. Faut pas se mentir, nous, nos salles, quand tu fais une compétition en salle à Bordeaux, nous, en France, à part Miramas, Val-de-Reuil et Liévin, qui est pas mal, c'est des petites salles, tu vois, comparé aux États-Unis. Donc, aller se frotter à ce qui se fait de mieux dans des grosses courses, effectivement, c'est très bien. Et je pense qu'il y a eu un cap qui a été passé cet hiver en termes de chrono, on l'a vu chez les athlètes français, mais parce que beaucoup sont partis justement aller chercher des chronos là-bas aux États-Unis. Jimmy, ça n'a pas été le seul à revenir avec des RP de ce voyage américain. Hein. Ça fait réfléchir. Du coup, toi, qui es toujours en quête d'innovation aussi au niveau de l'entraînement, tu as un super staff qui bosse bien avec toi, qui te fait progresser. Tu as ce profil si particulier, on le dit à chaque fois dans RMC Running, parce que tu es à la fois fort sur le court, le demi-fond, le 3000 steeple, jusqu'au semi, voire nous on l'espère sur marathon. Dans ta façon d'organiser tes saisons, ça te fait réfléchir à ce que tu as vécu aux États-Unis ? En fait, ce qui me fait réfléchir, c'est vraiment la culture des États-Unis. En fait, ce qu'ils mettent en place, c'est incroyable. La densité d'entraînement, tout ça, les infrastructures. Et puis surtout, en fait, ce qui les anime, c'est de réussir. Il n'y a pas de... Alors bien sûr que le sport pour tous, etc., c'est important et je le défends aussi. Mais en France, il n'y a pas assez cette culture de la gagne. Il n'y a pas assez cette culture où on dit ce qu'on a envie de réaliser, on met en place les choses pour réussir. Et là-bas, en fait, les mecs, les collégiens, ils s'entraînent mais comme des malades et ils ont envie de réussir. Et tu les vois avant la course, ils disent « je vais faire ça ». Tu vois, 15 minutes, 20 minutes après, ils font ces résultats-là. Et en fait, cette culture vraiment d'aller chercher le très très haut niveau, c'est ce que j'ai ressenti là-bas aux États-Unis. D'ailleurs, à l'époque, j'avais l'ambition et j'avais été contacté par une université pour faire un double projet, enfin même un triple projet, études, les crosses en hiver et l'été jouer au football. Dans une seule université, on me proposait de me payer, de me loger et d'avoir un salaire tous les mois pour réaliser ce rêve. Et sauf que j'étais obligé de partir entre guillemets de la France et j'avais un peu peur déjà de quitter mon quartier pour aller sur Paris. C'était un peu compliqué. J'avais un peu peur. Alors là, traverser l'Atlantique, ça me faisait encore beaucoup plus réfléchir et ça m'a donné un peu le tournis. Bon, allons-y sur ta trajectoire américaine là-bas. Ce 3000, ce record de France qui est venu assez vite. T'es arrivé tard, t'as couru le samedi alors que t'es arrivé le mercredi ou le jeudi, je crois que c'est ça, Jimmy. Donc assez peu d'acclimatation finalement. Et ce record qui est tombé comme prévu. J'ai commencé par le 5000 du coup le 1er février, c'était à Boston du coup, dans cette piste mythique que tout le monde parlait, tout le monde dit... Alors c'est magnifique, c'est incroyable. En fait, moi ce qui m'a surpris en fait, c'est vraiment les virages et sur cette piste-là en particulier, le rebond du plancher. Et vraiment, tu sens vraiment le rebond du plancher. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les virages qui sont faits en telle sorte que quand tu arrives en sortie de virage, tu sois quasiment relancé directement et que tu ne perds pas de vitesse dans le virage. Et, tout est pensé, quoi. C'est vraiment tout est pensé pour la performance, exactement. Après, la piste, elle te fait pas courir tout seul, vraiment, parce que sinon, ça se serait. Mais par contre, c'est une piste pour aller vite et pour aller chercher des résultats. Mais là où je me dis aussi
aussi que en fait, il n'y a pas que cette piste qui fait courir vite, c'est que je suis allé du coup une semaine après ce 5000 mètres où je réalise 13:00:54 13-0-0, et sur mes talons un autre Français, Romain Lejeune, que je félicite et que je pense dans le futur ce sera un futur grand aussi. Il m'a quand même fait assez mal à la tête parce que pendant la course je pensais être plus fort que ça. Je réalise que 13:00 et je pense qu'il y a encore le décalage horaire 3 jours avant, je bâillais à 20 minutes du départ, etc. Derrière, une semaine après, je vais à New York et là à New York je me dis bon ok, je vaux quoi sur 3000 et l'ancien record de France était de 7:33:90 Bob Tari. En salle, on précise. C'est ça, en salle, ouais. Et entre temps il y a un Français qui l'a battu et là moi je me dis ok, 7:31:50 c'est pas la même chose que 7:33:90 et mon coach il me dit t'inquiète, ça va le faire, tu vas faire moins de 7:30. Je dis ok, bon je vais à New York et j'y vais, mais je vais construire ma course parce que ça fait longtemps que j'avais pas couru en salle sur un 3000 mètres et le 3000 mètres est quand même très peu couru par rapport aux 5000 mètres, etc. Donc je savais pas trop ce que je vais aller sur cette distance et donc je cours à New York, la salle déjà incroyable l'ambiance. Par contre, pas du tout le même plancher qu'à Boston. À Boston, ça rebondit vraiment, alors que là, à New York, la piste est quand même assez dure, sensiblement comme la piste de Miramas, un revêtement vraiment dur. Et par contre, les virages, toujours aussi exceptionnels qu'à Boston, vraiment. Et l'impression d'avoir du mal à respirer, c'est là aussi où tu as un peu souffert de ça ? C'est plutôt à Boston où la première compétition, j'ai eu du mal à respirer en salle, parce que la première en salle, ça décrase. Après, à New York, ça va, j'ai pas eu mal à la gorge, mais parce que j'avais déjà fait Boston, plus le lendemain un entraînement dans la salle de Harvard, etc. Donc je me suis un peu habitué à ça. Et à New York, je construis ma course, je pars derrière, et là je vois que je passe en 29, après en 59, et je vois qu'il y a que des 9 qui s'affichent sur le cadran officiel. Et je me dis, mais attends, s'il y a que des 9 qui s'affichent, ça veut dire qu'à la fin, ça fera 7,29. Et là, je commence à me dire, putain, je suis bien, je suis assez facile. Et donc là, à chaque fois qu'il y a un mec qui craque devant moi, je passe de 8e à 7e, 7e à 6e. Et à 1 km de l'arrivée, quand on passe au 2000, je me remets derrière un gars qui s'appelle Cole Coppertier, et que je sais qui est très fort. Et il commence à ralentir et je vois que là, à 600 mètres de la ligne, le chrono affiche 32-33. Et là, je me dis, putain, merde, si je finis pas assez fort, ça va faire un chrono aux alentours des 33. Et là, je me décale et je finis le dernier 400 en 56. Je passe de la 6e, 7e position à la 3e position dans le dernier virage. Et après cette course, je me suis dit, ok, là, je suis vraiment fort en ce moment. Le chrono final, c'est combien ? 7,30 et 18 centièmes. Bon, pour pas grand-chose, je passe pas sous les 7,30. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment la construction de cette course. Et puis aussi, faut le dire, il y a les pistes, mais il y a aussi les courses incroyables et le niveau incroyable qu'il y a dans la course. Des mecs en 7,30, il y en avait plus de 6-7 dans la course. Parce qu'en te parlant, là, je suis en train de regarder les allures que ça représente, parce que vous, ça vous parle, vous êtes dans le très haut niveau avec Johan. 2,30 au kilo, ça fait 24 km/h. 24 km/h, c'est complètement fou, et une allure que tu as réussi à tenir 3 km. C'est ça. C'est vrai que cette distance, elle est très très particulière, Johan, le 3000, parce que souvent on parle du 1500, du 3000 steeps qui est différent, mais ensuite du 5000. Comment ça se prépare un 3000 ? Comment ça s'aborde, en tout cas, quand on a un gros niveau comme celui de Jimmy ? Le 3000, normalement, c'est une distance que tu cours en meeting pour préparer le 5000, grosso modo, parce qu'effectivement, en grand championnat, en extérieur, il n'y a pas de 3000. Mais ça il y en a, mais c'est pas une distance olympique. Mais voilà, c'est pas une distance olympique. En grand championnat, t'as que le 3000 steep. Et donc du coup, c'est un effort un peu particulier qui est dur parce que pendant 7 minutes 30, t'es au taquet, quoi. T'es à 100% de ta VMA. T'es au taquet, t'es à 24 à l'heure pendant 7 minutes 30. Donc c'est pas un effort qui est facile, mais en salle, je trouve que moi j'adorais cet effort là en fait, parce que j'avais pas la petite pointe de vitesse suffisante pour être suffisamment fort sur 1500. Et le 5000, quand t'es coureur de 5000, en fait faut être coureur de 10 000 quasiment. Et moi j'aimais bien cet effort de 3000, mais ça c'est propre à chacun, ouais.
Et raconte-nous l'émotion que tu as à l'arrivée, parce que tu t'empares du record de France quand même. Là, c'est quelque chose. Bah là, je suis vraiment content parce que le record de France de 13-11, je savais que j'allais aller le chercher, honnêtement, sans manquer de respect à Bob Taï, qui est un ancien grand champion. 13-11, je savais que c'était largement dans mes cordes. Par contre, 7-33-90, je savais également que c'était dans mes cordes, mais sauf qu'il y a un autre Français entre-temps, dans la même semaine où moi je bats le record de France sur 5000 mètres, il bat aussi à Boston le record de France du 3000 mètres, et là moi je me dis ok, 7-31-50, c'est plus la même chose, et donc je me dis mais c'est pas grave, je vais quand même le battre. Dans tous les cas, mon objectif c'était de passer sous les 7-30, et là à la fin je fais 7-30-18. Vraiment l'émotion elle est forte parce que j'ai pas souffert dans la course, j'ai fait que de me replacer à chaque fois, j'ai été hyper lucide, hyper constant, et je pense même honnêtement, sincèrement, que je suis capable déjà de courir 7-27, 7-28 dans une course où je prends un tout petit peu plus de risques, parce que Johan vous le dira, mais finir en 56, c'est que tu as encore un peu de marge. De marge. Et je pense être capable de courir, en tout cas cet été, un gros 3000 mètres aux alentours des 7,25, 7,26 si tout va bien pour moi. Et donc l'émotion à la fin de cette course, c'est ouais, ok, j'ai passé un cap. Je suis fier du cap que j'ai passé. Mais bon, maintenant, il y a quelque chose à aller corriger. J'appelle mon coach tout de suite derrière. Alors justement, raconte-nous l'anecdote de ce record qui n'est pas homologué, le record du 5000, parce que donc c'était pas prévu que tu ailles à Boston au départ. C'est ça l'histoire, c'est que tu devais pas courir ce meeting, et puis tu fais ce 5000 qui finalement ne sera pas homologué parce que tu as un lièvre qui s'est arrêté, qui a repris la course. C'est ça, Jimmy. En fait, déjà, je cours le 1er février, pour donner les dates, le 1er février, le 5000 mètres à Boston. Voilà. Donc déjà, j'étais déjà à Boston. Ensuite, le 8 février, je pars à New York. Je cours le 3000 où je fais le record de France. Et ensuite, la semaine d'après, le 14 février, pas une Saint-Valentin comme tout le monde, mais c'est pas grave, on aime ça quand même. Celle-là. C'est une belle Saint-Valentin quand même. Ouais. Et donc du coup, au final, après ce premier 5000 mètres, on me dit tout de suite après la course, mince, je pense que la course va pas être homologuée. Et moi je dis mais pourquoi en fait, j'ai pas coupé au milieu de la piste, il y a quoi, c'est quoi le problème? Et en fait, j'ai pas vu, c'est que le premier lièvre, il y avait 2 lièvres dans la course, et le premier lièvre, il s'est arrêté peut-être au bout de 2000 mètres ou 1800 mètres. Il nous a laissé lui mettre un tour avec le second lièvre. Et il s'est arrêté et il a repris. Et c'est interdit. Et en fait, dans le règlement World Athletics, c'est totalement interdit. Même si moi je le connais pas, le lièvre. Oui, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai rien demandé à l'organisateur. Moi, je suis une collatérale. C'est ça. Moi, je suis venu là-bas. J'ai payé mes frais. J'ai payé mon inscription aussi, 90 € l'inscription. J'ai pas été payé pour venir, comme ça peut être le cas dans d'autres courses en France ou en Europe. Moi, j'y suis allé entre guillemets comme un parfait inconnu, en me disant ok, je vais faire une course sans me prendre la tête, et je vais me servir de la course, parce que j'entendais des mecs comme John Emmons dire qu'il voulait partir sur le record d'Europe 12,57-56, et moi je m'étais dit dans un premier temps le record de France, sauf que je savais dans un coin de ma tête que j'avais la possibilité de battre aussi ce record d'Europe. Et donc là en fait, à la fin de la course, moi je me dis mais ok, mais c'est injuste, moi j'ai rien demandé, donc en fait s'ils annulent mon record, ils annulent toute la course, et on me dit que non. On me dit que les lièvres ont servi qu'à moi en fin de compte. Et moi je me dis mais ça sert aussi aux mecs qui sont 10 mètres derrière, parce qu'ils veulent me rattraper, donc ils accélèrent. Et en fait moi je déteste l'injustice, et j'ai dit ok, je vais pas laisser le temps à l'instance de World Athletics d'homologuer ce record ou pas. Je vais revenir et je vais le rebattre. Et en plus de ça, j'ai dit à mon coach, je te promets que si j'y retourne, c'est pas que pour battre le record de France, je vais battre le record d'Europe. Et en fait, après la course, j'étais dans une folie après le 3000 mètres, en mode ok, il peut rien m'arriver, je suis hyper bien, je suis hyper en forme, je suis bien dans ma tête. Et j'ai dit, je vais aller à Boston et je vais tout casser. Et là, j'arrive à Boston et on m'annonce que la course est pourrie. Faut dire ce qui est. Je passe d'une course incroyable aux 3000 mètres de New York à une course où devant Grant Fisher est beaucoup plus fort que moi. Enfin, beaucoup plus fort que moi. En tout cas, il m'a mis 10 secondes. On précise qui est Grant Fisher, médaillé de bronze aux Jeux de Paris sur 5000 et 10 000. Donc, c'est vraiment un sacré client. 26-33 aux 10 000 mètres aussi. 26-33 aux 10 000 mètres. Et c'est une course historique, parce que tu vas nous parler de ton record d'Europe sur 5000 en salle. Mais lui a battu le record du monde. Il est complètement fou sur cette course. C'est ça. Et donc, lui bat le record du monde en 12,44, anciennement détenu par Kenny Sabekele, je crois. Exactement, c'est ça, en 12,40.
7,49. Ouais. Et dans cette course, donc Ça moi te je fait le quelque chose à côté de lui, enfin, tu connais déjà le mec parce que tu as Non, fait la finale du 10 000 olympique avec lui. ça me fait rien parce que c'est avant tout aussi un adversaire, Ouais. malgré qu'il court plus vite que moi. En tout cas, moi sur la ligne de départ, je me dis Grant Fisher ou pas, tant pis, je vais essayer de le battre. Ouais, bien sûr. Et malgré que quand je lui pose la question, tu pars sur quelle allure? Moi, je voulais partir aux alentours des 7,46 et il me dit 7,39. Et je me dis, et je ravale un peu ma salive et je me dis ok. Ouais, Là, je regarde d'accord. ma copine et je dis on fait quoi? Parce que derrière, les mecs vont courir sur 13-10, 13-15. Ouais. Et même s'ils me disaient aussi, les mecs dans la course derrière, ceux qu'ils allaient faire 13-10, 13-15, ils disent ouais, on part sur 13-0, 13-0-5. Mais moi, je leur fais pas confiance. Et je me dis, tout le monde dit ça, tout Non, le il monde faut pas, s'invente des vies, Jamais etc. écouter les gens. Ouais, Moi, je me dis, ok, toi, tu es capable de faire quoi? Je me dis, ce que tu es capable de faire, c'est que tu es capable de te cramer la tête de A à Z sur cette course et tu es capable de craquer un petit peu et sans vraiment totalement péter. Et je me dis, je vais sortir encore plus dans ma zone de confort et en fait, je pars avec Grant Fisher et en fait, ok, mon chrono de l'extérieur, c'est 12,54. Je me dis, mais pourquoi je le battrais pas aujourd'hui? Pourquoi moi aussi, je ferais pas 12,45? Et vraiment, j'étais dans cette optique-là à 2 minutes du départ. Et là, je pars avec lui et ça passe vraiment trop vite. Les allures, à peu près, c'était censé être du 1-2 au 400. On passe 58, premier 400. Et T'es bluffé, toi, d'ailleurs, par le toi qui as l'habitude de t'entraîner à ces vitesses-là, ça nous paraît stratosphérique. Hein. Johan, tu pourras donner ton avis, mais de voir le mec quand même qui est juste devant toi, hein, du coup, Ouais. qui envoie cette allure et qui Ouais. va chercher le record du monde, c'est impressionnant à vivre Ben, en réel. Ouais. moi, ce qui m'a bluffé, c'est surtout la puissance qui dégage quand je suis derrière. Et moi, ce qui m'a aussi... Parce que je le trouve pas. Alors, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire. Moi, j'ai regardé la course, je trouve pas très élégant non plus. Tu Non, vois, c'est non, pas non. un Ah, c'est coureur pas le plus qui te beau fait des rêver. coureurs, ouais. Non, Ouais, ça non, te fait pas je suis rêver quand d'accord. tu le vois courir. Mais par contre, il y a une puissance qui se dégage au niveau de La force. ses pieds, Ah, d'une c'est- force. ouais. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, quand C'est une ça machine court, de guerre, ça quoi. s'écrase pas. Ouais, Ouais. Donc, pendant la course, donc, je vais dire un peu les chronos de la course. Ouais. On passe en 58 au 400. Ouais. Ensuite, on passe en 2,31 au 1000. Donc, mon allure du 3000, c'est 2,30. Mais là, Ouais. sur un 5000, je passe une seconde plus lent. Ouais, c'est fou. Ensuite, on passe au 2000, 5,06. Au 3000, je passe en 7,40. Lui passe en 7,39. Et c'est à partir du 2000. Jusqu'à 3000 mètres. Ouais, je suis collé, à lui jusqu'au 2850 à peu Ok. près. Là où j'ai commencé à lâcher, c'est quand au 2800, mais au 2500 mètres, le lièvre s'écarte. Ouais. Et là, il met la main dans le dos au lièvre et lui dit thank you. Allez, ciao. Et là, moi, je me dis, Arrête de me ralentir. putain, attends, c'est quand la course, elle va commencer maintenant pour lui, alors Ouais. que moi, elle est déjà dure. Ouais, c'est ça. Et là, il commence à accélérer, à faire Ouais. des tours en 30 secondes au lieu de 31. Et c'est là qu'il commence à me lâcher. Et après, on garde quasiment presque le même écart jusqu'à la fin. Et moi, je vois même pas le temps de passage en 7,40 au 3000. Je suis vraiment à fond. Ouais, là, tu réfléchis plus. Et après, moi, dans ma construction du 5000, maintenant, j'ai beaucoup d'expérience sur cette distance qui fait quand même mal aux dents. Hein. C'est bah une oui, distance qui est assez bâtarde. Et maintenant, je sais que moi, je suis capable de entre guillemets, récupérer du 3400 à peu près au 4400 et repartir fort. Ok. Et donc là, pendant la course, je refais un kilo aux alentours des 2,39, 2,40, mais qui me fait récupérer dans la course en fait. Vous avez le temps de vous régénérer un peu et de repartir. Moi, en tout cas, j'ai dingue. cette capacité avec, entre guillemets, la caisse énorme que j'ai, mon secteur 10 000 mètres, de récupérer pendant la course et de réaccélérer sur un dernier 600 qui me refait gagner 3-4 secondes, en fait. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que je construis mes 5000. Pour l'instant, les meilleurs chronos, je les ai fait comme ça. Mais là, c'était une première de passer en 7,40, ouais. C'est passionnant de t'écouter. T'es surpris quand t'entends ça, toi, Johan, de cette façon de régénérer comme ça sur la deuxième partie de course et de renvoyer pour le dernier 1000? C'est le profil de Jimmy, c'est vrai, comme il le dit, il est coureur de 10 000. Donc déjà, se dire 25 tours, ça lui fait pas peur parce qu'il a l'habitude de le faire en plein air. 25 tours en plein air, ça fait, c'est pour le 10 000 et 25 tours en salle, c'est pour le 5 000. Ouais. Donc normalement, déjà, c'est vrai que quand tu pars sur 25 tours, quand tu n'es pas habitué, ça peut te paraître long et effectivement, tu peux avoir un moment de temporisation après 2 tiers de course, tu vois. C'est vrai que généralement, on dit que le 5000 commence après le 3004, tu vois. Ouais. Après le 3000, 3004, c'est là où le 5000 commence vraiment. Et donc, effectivement, le fait d'enchaîner comme ça les 5000 et les 10 000, il connaît très bien ce secteur. Et effectivement, peut-être que dans son corps, mais je pense que c'est aussi d'un point de vue mental, il a cette capacité à éteindre un peu le cerveau, ne plus être là, ça régénère et par contre à 600 mètres de l'arrivée, il rallume un peu tout, il rallume la machine et là il est capable de finir vite. Et ça c'est vrai que c'est le coureur de 10 000 qui a cette capacité un peu à
à s'éteindre pour régénérer un peu tout, mais c'est plus mental que physique, je pense. Bah, raconte-nous le dernier kilo, quoi. Du coup, quand Ouais, tu rallumes la machine, quand ça repart, là, tu as conscience du chrono quand même? Tu fais les calculs dans ta Bah, tête? Non, un pas petit trop. si, Un peu, si, quand même. parce que je vois le passage au 2000 en 5,06. T'as le moins de 13 dans ta tête? En fait, j'ai surtout le record d'Europe dans ma tête. Ouais. En fait, le moins de 13, je m'en foutais, je l'ai déjà fait en extérieur, mais là, vraiment, avec l'injustice que j'ai vécue, je me suis dit, je vais venir et je vais battre le record d'Europe, il n'y a Ouais. plus d'histoire. Mais vraiment, dans ma tête, j'étais en mission. C'est quoi la marque exacte du record d'Europe? C'était 12,57,09. D'accord. Et donc, Ok. et moi, vraiment, j'étais en mission. 2 semaines avant, je venais de faire 13,050 secondes, et 50 centièmes, pardon. Et je me dis, OK, il n'y a que 3 secondes 5 à gagner. Et je me dis, mais ça va le faire. Enfin, et là, j'ai passé un cap encore avec le 3000. Ça va le faire. Et à l'échauffement, j'étais en mission. Avant la course, j'étais en mission. Pendant une semaine, j'étais en mission. J'ai mangé des légumes presque toute la Ah, j'ai semaine. Alors là, je tenais à franchement- saluer ta compagne qui t'a fait une purée brocoli chou-fleur. On Ouais, voit ça. exactement, ouais. Là, faut être motivé pour manger ça. Ouais, de ouf, de ouf. Franchement, ouais, faut être motivé. Surtout moi qui ai commencé les légumes assez tard, à 24 ans. c'est fou, Là, ça. c'est c'est fou. c'est vraiment plus dur pour moi, ça, Ouais. que l'entraînement en lui-même. Brocoli Et par chou-fleur. contre, du coup, pendant la course, je vois ma copine qui m'encourage, vraiment en coach au bord de la piste. Mhm. Et je sens dans ses yeux que je suis en train de faire un truc monstre, en fait. Ouais. Et là, moi, je me dis, allez, je continue. Et je sais, en fait, que je suis en train de ralentir. Eux, sur le côté, ont peur parce qu'ils se disent, putain, il est en train de perdre des secondes. Sauf que moi, je sais que je peux gagner facilement 5-6 secondes dans un dernier 1000 Oui. mètres en passant de 2,35 à 2,29, 2,30. Et tu gagnes facilement ces secondes-là. Et à ce niveau-là, et ben, quand tu gagnes 5 secondes, bah, ça fait la différence entre 13,00 et 12,55. Ah ouais. Et donc moi, dans ma tête, j'en ai conscience. Et là, je finis assez fort le dernier 400, plus fort que Grant Fisher. Et à la fin, quand je vois le chrono, ça s'affiche 12,56, mais c'est parce que le chrono avait du retard au cadran. Ok. Et donc, Ah, à la fin... tu savais malgré tout que tu avais le record d'Europe là à ce moment-là? Ouais, parce que je passe en 12,56 Bah, et voilà. 12,57. Sauf que je vois pas que c'est 12,54. Et en fait, quand ça s'affiche, c'est et bah corrigé, là, ça y est. ouais. je me dis, c'est cool. Et en plus, je suis un petit escroc parce que je bats de 8 centièmes mon record de l'extérieur. Ouais. Donc c'est double Ouais, c'est beau. satisfaction. Ouais. Ah, magnifique. Donne-nous ton analyse, Johan, de cette perf stratosphérique. T'es bluffé par le chrono, toi aussi? Ah bah complètement. Après, on en avait parlé. Il avait dit avant de partir que les moins de 13, c'était quelque chose d'envisageable, mais c'est jamais évident dans une saison en salle de planifier des pics de forme et d'arriver comme ça sur 15 jours à battre 3 records. Tu vois, on sent vraiment que l'entraînement a été calibré pour faire une montée en puissance avec un premier 5000 où il gagne la course en 13-0, puis derrière le 3000 il te débride à mort. Avec une perf de ouf, et derrière tu refais le 5000 où là tu es encore plus en forme et où le fait de passer, d'avoir couru en 7,30 10 jours avant fait que quand tu passes en 7,40, bah, tu as une petite marge très légère. Donc franchement chapeau, parce que l'entraînement a été bien mené, Ouais. il s'est bien adapté là-bas aux conditions, il s'est bien entraîné, il a fait le taf. Et non, c'est logique hein, quand tu cours 12,54 en extérieur. Ouais. Aujourd'hui, les salles, surtout la salle de Boston, on sait qu'elle est quand même assez rapide. Donc tu perds du temps à cause des virages et du fait de courir en salle et avec un air qui est un petit peu raréfié. Mais par contre, t'as pas de vent, t'as pas la chaleur, t'as pas ce que tu peux avoir quand t'es en extérieur. Donc aujourd'hui, on voit que les chronos, franchement, ça commence à s'équilibrer entre l'extérieur et l'indoor. Ouais. Si vous voulez tenter, réfléchir à ce que ça représente comme allure pour Jimmy sur ce 5000 mètres en salle, vous mettez sur une piste, vous courez le 100 mètres et il faut le faire systématiquement en 15 secondes. Voilà, ça fait 15 secondes au 100 mètres sur 50 100 mètres consécutifs. Et voilà, il faut aller faire ce chrono-là. Tu fais un tour en une et puis tu vois déjà ce que ça fait. Ouais. Il faut le faire 12 fois et demi. Ouais. On te connaît, tu es un garçon ambitieux, il y a beaucoup d'objectifs qui vont arriver. Tu te cherchais un peu au niveau des distances que tu allais parcourir sur l'année 2025. Il y a des grandes échéances, on parlera de Tokyo dans un instant avec les championnats du monde en septembre. Là, il y a les championnats d'Europe sur route aussi qui vont arriver. Tu as été très fort sur 5000. Est-ce que tu vas basculer sur 5K? Est-ce que tu vas aller sur 10K? C'est quoi la suite pour toi, Jimmy? Alors là, la suite, déjà, quand je suis rentré de New York, il a fallu récupérer du décalage horaire. Il y avait de la fatigue quand même. C'est ça, il y avait un peu de fatigue. J'ai fait une semaine à 165 km en maîtrisant les allures à l'entraînement avec une dernière séance là dimanche plutôt pas mal, tout en maîtrise. Donc ça me rassure que je ne suis pas cramé en rentrant non plus. Okay. Donc là, je vais enchaîner des bonnes semaines d'entraînement jusque le 5 km de Lille où je devrais normalement
normalement, si tout se passe bien pour moi, y participer Ok. pour essayer de rebattre mon record d'Europe. Ok. Et Le chrono à ensuite, battre, tu me le rappelles 13-12. 13 13-12. minutes 12, ouais, sur la route. Sur Il faut savoir que sur la route, tu vas un peu moins vite Oui, quand bien même sûr. que sur la piste. Lille, c'est roulant quand même. Lille, c'est sacrément roulant. Ouais. Lille, c'est un parcours plutôt chez toi, roulant. Surtout l'organisation avec la Ligue des Hauts-de-France et Jean-Pierre Wattel, tout est calé, Il y a tout est toujours des bien records. fait. ouais, avec Il y a JP. qui toujours prennent, des records. qui prennent, Et crac. puis avec les nouvelles chaussures du Il n'y a tour, que des arguments là. Ah bah oui, là, c'est le moment, là, là, c'est sûr. là, t'es à domicile, je Bah suis oui, chez oui. moi, je suis dans le Nord, je suis à Lille, le siège social de Decathlon est à Ouais, Lille. une ambiance de fou là. Ah, yeah, ça va être incroyable. Je vais pareil être en mission comme à Boston sur le 5000 mètres. Ouais. Donc voilà le premier objectif qui va arriver bientôt. Et ensuite les championnats d'Europe où je vais participer sur le semi-marathon. Donc on a pris la décision avec le coach, ce sera sur le semi-marathon. Et avant ça, entre Lille et les championnats d'Europe, j'ai à me préparer à Fort-Romeu en altitude Excellent. chez moi. Tu iras voir Là où, Johan. C'est ça. Ah, on Johan, va peut-être se croiser, ouais. tu seras de camp à camp, Johan, du coup? Bah, moi, ça va dépendre de la neige. Hein. Si jamais s'il fait pas plus de 5 degrés, Ouais, tu c'est me verras ça. pas. Tu regarderas la météo et tu sauras si j'y suis ou pas. Bon, c'est ça. En tout cas, on te félicite encore. On est ravis que tu sois parmi nous, Jimmy. J'aimerais qu'on se projette tous ensemble sur l'actu de la Fédé d'athlé, ce qui nous attend cette année 2025. Je l'ai dit, on a beaucoup d'attentes concernant les championnats du monde qui auront lieu à Tokyo. Ce sera du 13 au 21 septembre. Et cette surprise qui est tombée de la part de la direction technique nationale, des minima très élevés, très difficiles pour établir les marques demandées par la Fédé française d'athlé. Ils ont pris en fait le temps des 12e mondiaux 21, 23 et 24, donc 2021, 2023, 2024. Le but, c'est de créer une culture de l'excellence. C'est le DTN qui a dit ça, Romain Barras. Toi, Jimmy, ton cas est particulier parce que tu as des chronos stratosphériques, donc tu seras peut-être même pas concerné par la difficulté de ces minima. Ça pose question, tout ça. C'est une décision qui est critiquée par de nombreux athlètes. Beaucoup d'amis d'RMC Running se sont exprimés. Je pense à Mathilde Sénéchal qui a dit que c'était délicat pour les athlètes, pour elle, qui étaient un peu à la limite et qu'elle craignait de perdre son statut d'athlète de haut niveau parce qu'une sélection en équipe de France, c'est de la visibilité. D'un autre côté, on peut se dire il faut être exigeant parce qu'on sort de Jeux de Paris 2024 à la maison où on n'a fait qu'une seule médaille avec Sirena Samba-Mayela en argent. Et puis il y a aussi cet argument qui revient, on est obligé de le dire, c'est que la situation financière de la Fédération française d'athlétisme est très mauvaise. Il y a un trou financier important et on se demande si c'est pas aussi l'économie qui dicte tout ça. Avant d'entendre Jimmy, quel est ton avis à toi, Johan? Tu es concerné, tu es athlète de l'équipe de France. Comment tu réagis quand tu vois ces minima très élevés? Je vous donne juste un exemple pour que vous vous rendiez compte de la difficulté. Exemple sur marathon, on salue Manon Trapp qui sera bientôt dans RMC Running, qui a fait le record de France du marathon féminin à Séville le week-end dernier. Elle a fait 2h23 et 38 secondes. Elle est à 8 secondes des minima fixés par World Athletics. Voilà, donc ça, c'est le premier critère à remplir. 8 secondes des minima World Athletics, mais elle a 2 minutes 30 des minima fixés par la Fédé, Johan. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher 2,21 chez les filles pour être sélectionné par la Fédé pour aller aux mondiaux. C'est complètement dingue. Non, mais ouais, c'est des minima qui sont ultra compliqués. Alors moi, je comprends pas ce discours et cette volonté en disant qu'on doit amener que l'élite française, que le top 12 pour progresser. C'est pas vrai, on sort des Jeux Olympiques, du coup maintenant, c'est quoi le prochain objectif? C'est Los Angeles dans 4 ans. Bien sûr. Donc si tu veux faire progresser des jeunes et les amener au top dans 4 ans, eh ben, commence par voir large et progressivement tu restreins les minima jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais l'année post-JO, c'est une année de reconstruction et pour moi, c'est une erreur de fermer autant les minima, il faut les ouvrir pour amener des jeunes comme Yanis Méziane sur 800, Paul Anselmini, des mecs comme ça sur marathon, des Félix Bourg, des gens comme ça, tu vas les laisser à la maison. Il y a un exemple qui ressort, c'est Agathe Guillemot qui a fait finale olympique du 1500. Si les minima avaient été ceux-ci pour Paris 2024, elle n'aurait pas fait les Jeux. Ah mais il y en a tellement, mais ouais, c'est 3,59 sur le 1500 femmes. C'est très dur. Donc du coup, ouais, moi je comprends pas trop. Record de France du 500. Hein. Ancien record de France. Ouais. C'est ça. Alors non, ouais, moi je comprends pas trop que à 4 ans, si on repart sur une nouvelle Olympiade, pourquoi est-ce que on se dit qu'on amène que des top 8, des top 12? Et comme l'a dit Mathilde Sénéchal, c'est vrai que nous, d'un point de vue athlète,
les athlètes français, si tu veux de la visibilité, si tu veux aller chercher des sponsors, des choses comme ça, tu es obligé d'avoir des sélections. Et c'est pas une récompense d'avoir une sélection, c'est participer à un grand championnat pour s'aguerrir. Il n'y a pas mieux, je suis désolé, le meeting, participer au meeting de Montreuil ou au meeting de Marseille, ça t'apporte pas de l'expérience. Bah, évidemment. Passer des caps, passer des séries, des championnats d'Europe, championnats du monde, je peux dire que quand tu es dans une chambre d'appel à ce moment-là, là tu vois les vrais, et là quand tu prends une baffe quand tu arrives au championnat du monde la première fois, bah, je peux te dire tu n'en prends pas une deuxième. Donc c'est là que tu apprends à devenir un bonhomme et à être fort quelques années plus tard. Et je trouve que c'est pas un bon message, mais c'est pareil. On n'en voit plus personne au championnat du monde de cross depuis 10 ans. La Fédé française amène personne au monde de cross. Du coup, l'Europe, on voit plus personne au monde de cross. Donc les mondes de cross, bah, ça existe plus. Donc c'est plus vraiment des mondes en fait. Ouais, et puis si toutes les fédés font comme nous, les championnats du monde, il y a 3 athlètes. Il y a 3 Kenyans. Hein. Il y a 3 Kenyans sur la ligne de départ et ça s'arrête. Hein. Tiens, argument supplémentaire. Nous, on s'est entretenu avec le coach d'une des stars de l'équipe de France d'athlètes aussi sur une distance différente, qui nous disait l'autre problème, c'est le manque total de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune prévention en amont sur les critères qui allaient être fixés, la difficulté de ces critères. En gros, tout le monde a été abasourdi quand la décision est tombée, quoi. Personne n'a été prévenu, il n'y a pas de cohérence, les staffs ne sont pas prévenus. Ça met un peu de panique dans tout ça. Parce que, hors les épreuves de fond, de marche et d'épreuves combinées, il faut réaliser ses perfs entre le 1er avril et le 24 août. Jimmy, comment tu as réagi, toi, après toutes ces décisions tombées il y a quelques jours là? Moi, ça fait quand même 3-4 ans que sur certaines décisions maintenant de la fédération où je suis contre, je ne suis pas du tout en phase avec ce qui est proposé à chaque fois. On peut dire que je suis casse-pied, que j'ouvre trop ma bouche. Mais bon, après, au bout d'un moment, je pense que là, aujourd'hui, sur ces minima, ça brise les rêves de beaucoup de personnes. Johan l'a dit, perte de partenaires. Aussi, plus de représentation de ton pays. C'est quand même tous les athlètes de haut niveau que je connais ne gagnent pas très très bien leur vie, bien sûr, s'entraînent comme des malades et tout en espérant se qualifier dans les grands championnats et y briller. Et aujourd'hui, ces minima, imaginez top 12 mondial. Je vais prendre l'exemple dans le demi-fond. Pour y arriver dans ce top 12 mondial, ça se construit. Moi, je ne suis pas arrivé dans ce top 12 mondial comme ça du jour au lendemain, ça s'est construit. Et en fait, là, c'est quoi en fait, le message qu'on nous donne? Un jeune qui va arriver, qui va passer de la catégorie espoir à senior et qui fera peut-être 13,05 qui est monstrueux. On va lui dire maintenant, il faut faire 12,56. Il va dire, mais c'est quoi la solution en fait? C'est soit je me dope, soit j'arrête l'athlétisme. Oui, parce que ça peut pousser au dopage. Bien sûr. C'est une autre conséquence. Mais bien sûr. Enfin, à un moment donné, et surtout sur ces distances du demi-fond, ça se construit en fait, ces choses-là. Tu passes pas d'un chrono de 13,20 au 5000 à 12,56 ou pareil sur 10 000 mètres ou sur 1500 mètres, etc. Les choses se construisent. Et là, je pense que du coup, en fait, on brise un peu ses rêves et je trouve ça dommage pour un sport comme la course à pied ou même comme l'athlétisme, qui est l'un des sports les plus faciles à commencer, entre guillemets. C'est toujours facile de critiquer, mais là, en écoutant Johan, je me dis, moi, en tant qu'adepte et passionné de sport, que c'est vrai que cette stratégie de l'entonnoir... Une stratégie de l'entonnoir, ça me paraît logique. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. En fait, la bonne idée, c'est toi qui l'as donnée. C'est-à-dire que là, tu es au début d'une Olympiade. Au début d'un nouveau cycle. Ouvre le champ et tu affines au fur et à mesure pour emmener à Los Angeles que des athlètes qui seront ultra performants et qui seront capables de rivaliser. Mais c'est pas au début d'une Olympiade que tu vas sélectionner et comme ça réduire au maximum tes chances. Parce que si jamais tu as des blessés comme ce qui s'est passé à Paris avec Kevin Mayer, comment tu fais si tu n'as que 5 athlètes qui peuvent te porter? De toute façon, franchement, je ne vais pas vous mentir que depuis un certain temps, il y a des choses qui sortent du chapeau comme ça, d'ici, par-ci, par-là. Moi, je m'en rappelle avant Munich, je suis à Fort-Romeu en train de me préparer et on me demande d'arriver 10 jours avant le début de ma course au championnat d'Europe. Et moi, je leur explique qu'il y a l'altitude, etc., que je vais arriver, j'étais en altitude, que la redescente, c'est important, etc. Et je me dis, et en plus d'être enfermé dans un hôtel avec tous les autres athlètes qui auront déjà couru, qui sont dans la fête, etc., et d'attendre, ça n'ira pas pour mon résultat. N'a pas voulu m'écouter. Au final, je fais pas un bon résultat. C'est pas que à cause de ça, bien évidemment. Mais à chaque fois, il y a des choses qui sortent du chapeau comme ça, qui sont complètement aberrants. Je veux pas vous mettre en porte-à-faux l'un ou l'autre, mais moi, tu peux y aller. Hein. Non, mais la sélection, c'est terminé. Hein. Ouais, mais bon, l'argument financier, est-ce que c'est entendable? Est-ce qu'à ton avis, c'est la raison principale? Johan, je te pose la question concrètement. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trou financier qu'on se dit on amène le moins de monde possible? Alors,
si on arrive à avoir un trou financier, avec l'engouement qu'a le running aujourd'hui, la course sur route, le volume, le trail, il n'y a jamais eu autant de marques, jamais eu autant d'argent dans le milieu du running. Et si notre fédération arrive à avoir un trou financier alors que je te dis, il n'y a jamais eu autant de courses sur route en France, autant de participants, autant de dossards vendus. Ouais, je ne comprends pas comment on peut avoir un trou financier. Et si, pour compenser ce trou financier, tu te dis, tiens, c'est l'élite qui vont en pâtir et c'est nos 15-20 meilleurs gars, ces mecs qui vont passer à la télé, qui vont peut-être donner envie à des jeunes de démarrer la course à pied. Parce que, en fait, quand tu démarres la course à pied aussi, c'est parce que tu as vu à la télé un mec participer aux 10 000 aux Jeux Olympiques. T'es inspiré par la génération Diagana, Marie-Josée Pérec. Voilà. Tout ça, bien sûr. Exactement. Et du coup, ça donne envie. Mais voilà, si en plus tu enlèves ça, je trouve que c'est totalement incohérent. Et ça fait totalement le lien avec tout ce qu'on dit depuis le début de l'épisode. Il y a un risque de migration des jeunes athlètes à fort potentiel vers les États-Unis. Et moi, je pense à Clément Ducos, qu'on a découvert à Paris 2024, qui est allé se former aux États-Unis sur 400, qui a fait finale olympique du 400 haies, et qui sort de nulle part parce qu'en France, on ne l'a jamais vu, en fait. C'est ça l'histoire. Ça, je suis entièrement d'accord. Tu pars là-bas, tu as une bourse, tu fais une université, et tu peux t'entraîner dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on m'a proposé quand en France, quasiment, j'étais personne. On m'a proposé ça déjà aux États-Unis. Alors qu'en France, on ne me connaissait pas énormément. Et en fait, comme tu le dis, Benoît, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi des athlètes aujourd'hui que j'entends qui ont envie, qui ont la double nationalité, qui courent pour la France. Ils sont prêts à ne plus courir pendant 2 ans, 3 ans pour courir pour un autre pays qui a des minima plus corrects. Ah non, mais vraiment, vraiment. Ouais. Et autour de moi, j'ai des athlètes avec qui je discute. Et moi, je leur dis, il faut arrêter de se laisser faire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se laisser faire. Mais c'est bien de prendre la parole. Ah non, mais c'est important. Au-delà des minima compliqués, c'est qu'en plus, il y a vraiment beaucoup moins d'argent pour accompagner les athlètes de haut niveau dans leurs projets de haut niveau, dans les stages. C'est vraiment une galère. Moi, je vois la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. C'est dingue, c'est dingue. Il y a quasiment plus d'argent pour partir en stage, pour s'entraîner, pour se préparer, pour représenter son pays. Ouais. Moi, typiquement, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, donc je suis 13 aux Jeux Olympiques, 9 au Championnat du Monde à Budapest l'année d'avant. Ouais. Donc on me demande d'être top 12 et donc réaliser 12,56, quasiment le record de France de ma discipline pour me qualifier au Championnat du Monde. Tout en me diminuant mes aides, en mettant entre guillemets des minima des critères plus durs pour avoir ces aides, pour atteindre ces aides. Et aujourd'hui, je donnerai pas de montant parce que je peux me faire taper sur les doigts. Par contre, j'ai le droit de dire ce que je pense, c'est qu'on nous demande toujours plus de résultats tout en nous diminuant les aides. Et moi, heureusement que le secteur privé il est là. On a plus d'exigences. Heureusement que le secteur privé il est là. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début de ma carrière, je vais vous dire, c'est plus le secteur privé qui est à mes côtés plutôt que la fédération. Bien sûr que la fédération m'a accompagné, j'ai des aides perso, etc. On ne peut pas non plus aider tout le monde. Mais par contre, quand tu demandes un certain niveau d'exigence, il faut qu'il y ait aussi de la cohérence derrière. Alors, je précise que c'est l'ADN d'RMC Running et d'RMC. Évidemment, la Fédé est libre de venir répondre à tout ça. Et on accueille avec plaisir Romain Barras, d'ailleurs, le DTN de l'équipe de France d'athlètes. S'il veut venir s'exprimer, nous expliquer cette décision, il est le bienvenu. Mais c'est important aussi de faire passer ce message. Bien sûr, et Romain, en plus, Romain, il prend le temps de répondre. Parce que moi, j'ai échangé beaucoup de textos depuis ce temps qu'il est à la fédération avec lui, où il m'a répondu parfois à des heures tardives, où il m'a dit ce qu'il pensait, etc. Il y a des choses où j'étais d'accord avec lui, d'autres où j'étais moins d'accord avec lui. Mais en tout cas, à chaque fois, je dis des choses, je me cache pas. Et voilà. Et je précise que quand tu disais secteur privé, c'est donc l'accompagnement de marques. Vous êtes des athlètes qui avaient en plus de ça une bonne image, donc vous êtes accompagnés, vous avez cette chance-là, forcément. Toi, tu as de sacrés perfs en plus, Jimmy, donc ça t'aide à vivre forcément. Mais évidemment qu'on pense à tous ceux qui sont vraiment à la limite du sport amateur et professionnel et pour qui c'est une galère sans nom et pour qui cette décision va encore creuser le fossé entre aujourd'hui si j'avais pas de partenaire privé, voilà. Aujourd'hui si j'avais pas de partenaire privé, etc., je serais qu'à 5 000 € d'aide à l'année. À l'année 5 000 à l'année. À l'année, aujourd'hui. C'est fou. Et après, on te demande de parfait. Au bout d'un moment, c'est compliqué quand même. Jimmy, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Un plaisir d'avoir parlé de tout ça. Encore bravo pour ce magnifique record d'Europe en salle. On t'attend hyper... en fait, comme on te porte bonheur, dès que tu vas faire une perf, tu vas revenir dans RMC Running. Tu reviendras au mois d'avril. T'es pas loin. Si t'es champion d'Europe. Ouais, c'est ça, exactement. Et je tiens à préciser aussi, quand même, faut aussi le dire, que la fédération ne fait pas que des mauvaises choses, mais c'est vrai que là, tout cas, sur ces minima, ça fait beaucoup réagir et c'est pas pour rien. Et voilà, exactement.
Exactement, et c'est pour ça que vous prenez la parole. Et bravo pour cette prise de position. Merci Jimmy, on va te suivre attentivement à Lille et ensuite sur les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles. On a hâte d'y être. Merci à toi aussi le maître Yodu. Je précise que cet épisode était disponible sur YouTube, la chaîne RMC Sport. Et si jamais vous voulez écouter la chanson choisie par Jimmy Gressier pour la fin de cet épisode, vous allez sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, RMC Running et vous avez ce magnifique choix de chansons. C'est Coelho d'ailleurs. Nouvelle école, on aime bien. On a les mêmes références. Bravo Jimmy. Et surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.